maillon extrêmement fort dans les négociations qui vont s'ouvrir dans les semaines à venir avec nos partenaires européens. Samia Wadat. Je voulais réagir sur cette histoire de drapeau, mais c'est vrai qu'on a pas mal dérivé. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai noté peut-être une absence de drapeau français. Mais ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, un département que je connais bien, parce que j'y travaille, manifestement, la réaction à l'élection de François Hollande, ça a été de brûler le drapeau français. Ça m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Alors, François Hollande n'y est effectivement absolument pour rien. Maintenant, je pense qu'il y a des discours, il y a le patriotisme qui n'appartient pas au Front National. Et en réponse à ce que disait Najat Vallaud-Belkacem, que Nadine Morano l'ait dit, que le Front National l'ait dit, peu importe, je veux dire, on peut être patriote, quelle que soit sa couleur politique, quelle que soit son appartenance. Alors, on va revenir sur votre vision de la France et justement du patriotisme, de l'identité. Quelle France vous voulez, vous, qui êtes cette génération politique montante, juste après, pour équilibrer un moment de la défaite de Nicolas Sarkozy. Jusqu'au bout, ils ont voulu y croire. Mais à 20h, l'annonce des résultats douche les derniers espoirs. Je suis déçue, j'ai l'impression que j'ai fait des choses pour rien. Je suis triste. Quand vous croyez quand même en quelqu'un et tout, vous le soutenez jusqu'au bout. Très déçu. La France va rejoindre les pays qui sont mal partis, comme la Grèce, l'Italie. Et 20 minutes plus tard, Nicolas Sarkozy monte sur scène pour reconnaître la victoire de François Hollande. Je viens de l'avoir au téléphone et je veux lui souhaiter bonne chance. Et au moment où je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français, jamais, mes chers compatriotes, je ne pourrai vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Vous m'avez tellement donné. Spontanément, la salle entame la Marseillaise, puis se vide en quelques minutes. Hier soir à l'UMP, personne n'avait envie de veiller tard. Nicolas Bay, qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement avec la droite classique aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Je crois que autant il y a peu de différence entre l'UMP et le Parti Socialiste dans les grandes orientations, autant entre le Rassemblement Bleu Marine, le Front National, autour de Marine Le Pen, et l'ensemble du système UMPS, il y a des différences très profondes. Et la première des différences, c'est bien sûr que nous considérons que la nation est le cadre le plus protecteur des libertés individuelles, de notre économie, de nos emplois, de nos industries, de notre identité, alors que le PS comme l'UMP sont favorables à l'Europe de Bruxelles, favorables à l'ouverture totale des frontières, dont on voit aujourd'hui les méfaits, la logique ultralibérale et mondialiste, à laquelle s'est d'ailleurs rallié Jean-Luc Mélenchon totalement, parce que quand Jean-Luc Mélenchon a fait campagne en disant voilà un peu de révolution dans tout ça, en se donnant des allures de grands rebelles, on voit que dès le 22 avril au soir, il se ralliait sans condition à François Hollande. Or François Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé sa campagne en disant, en allant à la City, en disant au marché financier, vous avez rien à craindre de moi. Bon. Et donc il y a évidemment une rupture totale entre ce que nous pensons et ce que le PS et l'UMP pensent et surtout font. Et donc, puisque évidemment vous refusez ce système, UMPS tel que vous l'appelez, vous allez rester en marge de la vie politique ? Non, pas du tout. Vous voulez participer quand même pour voir les élections législatives qui arrivent, avec plusieurs triangulaires en vue. Est-ce que vous allez totalement refuser le système en place ? Écoutez, nous avons posé une question qui est une question de fond et pas un piège tactique à l'UMP. Quand Marine Le Pen a dit « Que fait l'UMP en cas de duel entre le PS et le Front National ?» L'UMP, les dirigeants de l'UMP ont d'ailleurs grillé la politesse au candidat Sarkozy pour répondre immédiatement qu'ils appelaient à voter pour le Parti Socialiste. S'ils avaient dit nous sommes des patriotes et nous considérons que vous sentez que vous avez le monopole du patriotisme, que le Front National est plus proche de nos idées, eh bien nous en aurions tenu compte. Ça voudrait dire qu'il y a une évolution significative. Comme ils ont dit le contraire, eh bien nous constatons que nous n'avons pas les mêmes idées, que nous n'avons pas le même combat. Et nous, avec le score obtenu par Marine Le Pen, 18% des Français, nous voulons au premier tour de la présidentielle, eh bien notre objectif au législatif, c'est d'amplifier ces résultats, de transformer l'essai, d'obtenir un maximum de circonscriptions où nous serons qualifiés au deuxième tour, soit en duel, soit en triangulaire, et d'obtenir des élus, comme nous en avons obtenu de façon encore marginale aux élections cantonales, mais nous pouvons obtenir des élus en quantité beaucoup plus importante le 10 juin et le 17 juin. Alors, M. B parle de l'UMPS comme Marine Le Pen. Enfin, moi, je pense surtout qu'entre le PS et le FN, il y a eu pas mal d'accointances ces temps-ci, puisque grâce, pendant les élections, ne serait-ce que
pendant le débat, Marine Le Pen a pris quand même, de manière certes insidieuse, certes sibylline, quand même le parti de François Hollande. Non, pas du tout. Elle a simplement dit que sur la forme, il s'était plutôt mieux débrouillé que Nicolas Sarkozy. En appelant elle a le droit de porter un jugement. En critiquant pendant 5 ans et pendant la campagne de manière très violente Nicolas Sarkozy, c'était quand même une façon de faire de la politique, d'inciter les électeurs à voter pour le PS. Non, pas du tout. C'est simplement que quand Nicolas Sarkozy est aux affaires... critiques sur l'UMPS, là... écoutez, Nicolas Sarkozy était président de la République en exercice avec les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Pendant la campagne... Il avait les pleins pouvoirs pendant la campagne aussi. Nous ne recherchons pas non plus de l'amitié de la part du Front National. Non, mais je vous rassure, c'est réciproque. Mais il faut être clair, quand on est aux affaires... et qu'on se présente à sa réélection, eh bien on est jugé sur son bilan. Et c'est normal d'attaquer en priorité celui qui a la responsabilité de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Ça vous arrangeait bien parce que votre but juste maintenant, je souhaiterais déconstruction de la droite pour pouvoir essayer de vous poser en leader, ce que vous ne serez jamais. Najat Vallaud-Belkacem, que peut offrir François Hollande, selon vous, aux 6,5 millions d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle? Mais des réponses à leurs préoccupations, tout simplement. Vous savez, il y avait 2 stratégies possibles face aux électeurs du Front National, dont, pour ma part, je considère que l'immense majorité a fait ce choix-là au premier tour, par souffrance, par malaise, par sentiment d'avoir été trahi par Nicolas Sarkozy et ses multiples engagements de 2007 qui n'ont pas été tenus sur le front de l'emploi, du chômage, du pouvoir d'achat, de l'insécurité, de tout ce que vous voulez, on pourrait les repasser en revue. Donc cette immense majorité d'électeurs qui ont fait ce choix-là parce qu'ils n'avaient pas de réponse à leurs questions, on pouvait les traiter de 2 façons. Nicolas Sarkozy a choisi une stratégie qui consistait à conforter ce qu'il pensait être leur peur, leur fantasme, en allant exploiter les bas-fonds de sujets comme l'immigration, etc. Mais c'est un vrai sujet, l'immigration. Oui, ça dépend comment on le traite. On peut le traiter en effet de façon constructive. Je peux y revenir. Quand vous avez 200 000 titres de séjour accordés chaque année, plus l'immigration clandestine, François Hollande, lui, a décidé de répondre aux préoccupations de ses électeurs en leur tenant un discours de vérité, de justice. Il n'a pas varié, il n'a pas changé comme ça entre les 2 tours pour pouvoir s'adapter à eux. Il leur a simplement répondu aux questions sur l'emploi, le chômage, le pouvoir d'achat, la sécurité. Et il a démontré de fait que dans son programme, tous ces engagements sont présents parce qu'il y croit et parce que c'est une condition sine qua non pour sortir la France du pétrin dans lequel elle est aujourd'hui, parce que la France traverse une crise économique, on l'a dit, mais aussi une crise sociale, une crise de valeurs, une crise morale en quelque sorte, qui est liée au non-règlement de tous ces problèmes-là. Or, le non-règlement de tous ces problèmes-là amène les gens à se replier sur eux-mêmes naturellement et à faire des choix extrémistes comme ils ont pu le faire. Alors sur le règlement de problèmes, Younous Omarjee, aujourd'hui nous sommes dans un contexte européen, vous en avez parlé il y a quelques instants. Comment justement la France peut-elle se distinguer, peut-elle sortir de la crise de manière différente? Comment, de quelle marge de manœuvre peut disposer le président français aujourd'hui dans ce cadre? Vous savez que la France est le premier contributeur avec l'Allemagne au budget de l'Union européenne. Donc la France a un poids. Le couple franco-allemand peut beaucoup, si ce couple parle d'une même voix. L'élection de François Hollande est un événement dans l'ensemble de l'Union européenne. Il était attendu par un certain nombre de capitales et remet en cause également un certain nombre d'idées reçues. J'ai lu les dépêches avant de venir, du ministre des Affaires étrangères allemand, des dépêches également d'Angela Merkel. Des rencontres sont prévues très rapidement et je crois que François Hollande ira plaider ce qu'il a promis ici en France, c'est-à-dire pour un pacte de croissance qui pourrait être le moteur pour une relance des politiques d'investissement en faveur de l'emploi. C'est quelque chose de très important puisque nous sommes dans une période où les seules réponses apportées par l'Union européenne aujourd'hui, ce sont des politiques austéritaires. Je veux également attirer votre attention sur ce qui s'est passé en Grèce ce week-end également, où des élections ont eu lieu. Lorsque vous regardez les résultats en Grèce, ce qui correspond un peu au front de gauche, bon, c'est aujourd'hui la deuxième force au Parlement. Si vous l'ajoutez à l'autre force de gauche, les forces de gauche radicales en Grèce représentent à peu près 25%. Donc il y a des mouvements
dans l'ensemble de l'Union européenne pour souhaiter la mise en œuvre de nouvelles politiques. Je voudrais quand même dire un mot sur le Front National, puisque je ne me suis pas réexprimé là-dessus. C'est quand même l'honneur du Front de gauche d'avoir mené une campagne très forte contre le Front National et les résultats. C'est un peu votre problème. Et les résultats au premier tour ont montré à quel point nous avions eu raison de le faire. Je veux aussi souligner que lorsque, dans un contexte de crise, on flatte les bas instincts des peuples, alors la bête immonde, comme on dit, est toujours prête à bondir. Et nous devons donc... Mais c'est très révélateur. Extrêmement actuel dans l'ensemble de l'Union européenne. Parce que l'extrême gauche, un peu plus court pour qu'on puisse partager la parole. L'extrême gauche, au lieu de défendre, comme elle le prétend, les ouvriers, les plus modestes des Français, en fait, son seul combat, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé en boucle pendant toute sa campagne, son seul combat, c'est la lutte contre le Front National. Mais vous savez qu'en France, il y a une immigration massive qui pose problème, il y a un chômage de masse, il y a une pauvreté, il y a l'ouverture totale des frontières. Vous devriez vous battre contre les méfaits de ces politiques que vous avez d'ailleurs soutenus en large partie, plutôt que vous attaquer au seul parti qui justement défend les Français et se préoccupe encore des Français les plus modestes. Je suis député européen, je suis avec attention les votes de Marine Le Pen et je peux vous dire que les votes qu'elle fait ne sont pas les votes favorables aux ouvriers, aux travailleurs. Mais simplement, vous savez que les ouvriers ne s'y trompent pas du tout. On va revenir sur ce point. Samia Baladus va réagir sur la marge de manœuvre du président. Voilà, et notamment, on parlait de l'Europe. Alors moi, j'attends également avec impatience et je serai très vigilante puisque pendant la campagne, on a entendu François Hollande dire un certain nombre de choses sur les sujets européens. Là, tout à l'heure, on a vu une déclaration d'Angela Merkel disant qu'il n'était absolument pas question de renégocier les traités européens. Dans le même temps, François Hollande dire le contraire. Donc, j'aimerais bien savoir effectivement comment tout cela va se passer. Mais ils vont se réunir, comme ça on saura, notamment sur la question des grands travaux, la possibilité de taxer le capital. Il y a une situation nouvelle qui est créée aujourd'hui et il est évident que Angela Merkel sera obligée d'en tenir compte. D'ailleurs, Angela Merkel n'est pas la seule partenaire de François Hollande. L'Allemagne est quand même le pays avec lequel la France négociait principalement. D'abord, on est entouré d'un certain nombre de pays qui partagent notre souci de réorienter la construction européenne, confère l'Italie, confère la Grande-Bretagne. Et puis ensuite, en Allemagne même, vous avez des courants divers. Au sein même de la majorité de Mme Merkel, vous avez d'autres voix qui se font entendre. Et il y aura des élections bientôt en Allemagne. Il ne faut pas l'oublier. Avant de parler de la France en tant que telle, de la crise des valeurs que vous avez mentionnée, on va revenir sur les réactions à l'étranger suite à l'élection de François Hollande. Aussitôt élu, premier appel sur le portable de François Hollande, Angela Merkel qui avait soutenu Nicolas Sarkozy. Mot d'ordre outre-Rhin, félicitations et gestion de la crise. La réduction de la dette doit être la priorité franco-allemande et nous devons relancer ensemble la croissance en Europe. Dans l'Union, le ton est donné. François Hollande est invité à Berlin, à Londres par David Cameron et à Bruxelles par José Manuel Barroso pour parler de la crise de l'euro. Dans le reste du monde, on se réjouit du départ de Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre turc Erdogan lui souhaite de bonnes vacances. Et en Syrie, à Damas. Que Dieu fasse qu'il revienne jamais. Il s'est mêlé de choses qui ne le regardaient pas. J'espère que tous ceux qui sont comme lui vont partir. Le président américain, lui, invite François Hollande à la Maison-Blanche le plus vite possible, avant les sommets du G8 et de l'OTAN fin mai. Najat Vallaud-Belkacem, comment est perçue la France à l'étranger, selon vous ? Moi, si j'en crois les nombreuses unes de la presse étrangère ces derniers mois, il y avait une volonté de changement de la part de la presse étrangère aussi. Je crois que Nicolas Sarkozy a donné une image de la diplomatie française qui n'était pas la plus belle, qui soit à la fois arrogante, dans l'improvisation, dans un certain nombre d'errements, et qu'il va falloir, sur ce plan-là, aussi reconstruire beaucoup, même si tout ce qui a été fait ces dernières années, soyons francs, n'a pas forcément été mauvais. Nous étions d'accord avec un certain nombre d'interventions, par exemple, mais il va falloir quand même redonner de la cohérence et en finir avec certaines erreurs tragiques qui ont été commises, comme par exemple l'accueil de Kadhafi à Paris en grande pompe par le président de la République sortant. Nicolas B, comment, selon vous, comment voyez-vous les moyens de réunir les Français Vous avez parlé d'une victoire tout à l'heure qui serait celle du Parti socialiste uniquement. Quelle solution aurait le Front National pour faire en sorte que nous soyons dans une forme de cohésion nationale vers un projet collectif commun ? Je crois qu'il faut commencer par raviver le sentiment national
et rétablir notre souveraineté nationale. On est au cœur du problème et le débat entre les représentants de l'UMP et du PS est très révélateur. On est en train de se poser la question de savoir comment l'Allemagne va réagir. Mais à un moment donné, nous devons défendre les intérêts de notre peuple. Je ne dis pas d'ailleurs qu'on ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Le fait que nous soyons dans un monde quand même interdépendant. Il n'y a pas de fatalité et je crois que ce modèle... Vous voulez vivre isolé du reste du monde ? Pas du tout, mais si vous voulez, il peut y avoir un juste milieu entre la bunkérisation absolue, ce que évidemment je ne préconise pas, et l'ouverture totale des frontières comme nous l'avons depuis une trentaine d'années. Pendant des siècles, pendant même des millénaires, la France a commercé avec le monde entier, a rayonné sur le monde avec des frontières qu'elle ouvrait quand elle le souhaitait, qu'elle fermait quand elle le souhaitait. Elle avait la maîtrise de son destin. Aujourd'hui, le problème, c'est que la France n'a plus la maîtrise de son destin, n'a plus la maîtrise de ses frontières, est en proie à des flux... elle n'a plus la maîtrise de ses frontières, M. Bay ? Écoutez, les frontières ont été supprimées. Vous êtes toujours pour la disparition de l'euro ou pas ? Nous Parce pensons, que votre discours a varié. Écoutez, on voit, d'ailleurs c'est intéressant, on reparle à nouveau, maintenant qu'on est le 7 mai, à nouveau de crise de l'euro. Ça c'est très intéressant parce que ça fait 2 mois qu'on nous dit qu'il n'y a plus de problème. Le Pen a changé d'avis. Mais pour répondre à votre question, nous pensons qu'il faut transformer l'euro monnaie unique en un euro monnaie commune. Ça nous permettrait d'avoir une monnaie d'échange international pour l'ensemble des pays européens, mais parallèlement des monnaies nationales qui cohabiteraient avec cette monnaie commune. Mais je voulais quand même que vous continuiez, parce qu'on a quitté le champ économique là pour parler des valeurs. Mais si, ça marche très bien, ça, bien sûr. D'ailleurs, je vous signale qu'avec l'écu, autrefois, c'est comme ça que ça fonctionnait, et ça fonctionnait très bien. Ça permettait en effet d'avoir une puissance commune. On va rester sur la question des valeurs et en même temps d'avoir une monnaie qui est au service de l'économie et pas le contraire. On a connu l'inflation et que l'intérêt d'avoir une monnaie commune, c'est quand même de lutter contre l'inflation. Bon, alors écoutez, c'est très simple. Mais je ne dis pas que tout est parfait dans la construction européenne, loin de moi cette idée, mais je pense que c'était une erreur et que d'ailleurs Marine Le Pen elle-même l'a perçue dans le courant de sa campagne, que de préconiser la sortie de l'euro, puisque vous savez bien que nous replier sur nous-mêmes avec une monnaie qui vaudrait beaucoup moins auprès des épargnants, etc., qui la possèdent, serait une catastrophe, notamment la politique de l'euro fort, c'est ça qui a été une catastrophe. La politique imposée par la BCE, d'avoir une monnaie qui est au-dessus du niveau de notre économie, largement, eh bien, ça a provoqué quoi ? Une hausse spectaculaire des prix, un effondrement du pouvoir d'achat, et la zone euro est la zone économique mondiale qui a eu la plus faible croissance au cours des 10 dernières années. Donc. Alors on peut parler d'économie pendant très longtemps, s'il vous plaît, ça va être compliqué. Les pays qui sont en Europe mais pas dans la zone euro s'en sont plutôt mieux sortis. Je souhaitais avoir votre avis sur la possibilité d'une meilleure cohésion nationale, parce qu'effectivement, pendant un certain nombre de mois, voire d'années, on a senti une césure entre un certain nombre de nos concitoyens, ce qui va nous permettre, Samia Balad, de parler aussi des Outre-mer, dans leur diversité, dans leurs différences, et qui ne sont pas toujours perçu comme faisant partie intégrante de la communauté nationale. Alors, Nicolas Sarkozy, il a une politique extrêmement ambitieuse pour l'outre-mer. Forcément, je ne peux être que très déçue lorsque je vois les scores, notamment à La Réunion, en Guadeloupe. Mais là encore, la crise est passée par là. Et une crise grave pendant son quinquennat, quand même. Oui, une crise très grave et qui a frappé... Moi, je parlais de la crise en général, de la crise économique, financière, qui a encore plus frappé les départements et territoires d'outre-mer. Parce qu'ils sont dans une situation différenciée. Voilà, ils ont des marchés qui sont exigus. Le pouvoir d'achat est beaucoup plus bas en Outre-mer, donc il fallait quelque part malheureusement s'attendre à une montée de la gauche perçue comme effectivement beaucoup plus généreuse, à tort bien sûr, mais le score en tout cas en Outre-mer, le score favorable sans rester dans cette vision binaire, la gauche va faire ci, la droite a fait mais ça. C'est clairement ce qui s'est passé en Outre-mer, c'est clairement ce qui s'est passé. Je veux dire, la promesse de multitude de contrats aidés et d'aides en tout genre a été malheureusement perçue comme beaucoup plus attractive dans une période de crise exacerbée en Outre-mer. C'est la seule explication. Et ce que je disais aussi en préambule, en Outre-mer comme pour le national, dans quelques mois, on verra, c'est dans quelques mois qu'on verra le bilan de Nicolas Sarkozy, qu'on verra le bilan de cette politique audacieuse qu'il a eue, et j'espère que François Hollande fera au moins aussi bien pour l'Outre-mer. Il y a un chiffre qui est parlant, c'est-à-dire là où Nicolas Sarkozy a réalisé son meilleur score, c'est à Saint-Barth. Il a fait 82% des voix, plus qu'à Neuilly. Saint-Barthélemy. Bon, je pense que ça se passe... À Mayotte. Il a fait un très beau score à Mayotte également, où le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Je pense que ça se passe, d'autres commentaires, 82% pour Nicolas Sarkozy à Saint-Barthélemy.
partout Et ailleurs. le score de Mayotte, vous l'expliquez comment? Le score de Mayotte, Par les hautes le aussi score de Nicolas Sarkozy n'est pas un bon Nouvelle-Calédonie, score. Polynésie sont À pas peu près spécifiquement milliardaires. 51% des voix. Mayotte est engagée dans un processus pour la réupéisation. Elle vient de devenir département. Il y a un effet. Enfin, un les peu raisons sont légitimiste. multiples. Et la Polynésie, la Donc, Nouvelle-Calédonie. Et Ils ne sont pas vous milliardaires savez- non plus. Et vous savez bien qu'en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la présence des indépendantistes, c'est un peu comme en Corse C'est vrai que d'ailleurs, nous n'étions pas avec les la droite, indépendantistes. Ça, c'est vrai. Vous traditionnellement, confirmez bien qu'il y a une est toujours diversité des devant. outre-mer. Mais, Oui. y compris en Polynésie, y compris en Nouvelle-Calédonie et dans l'ensemble des Outre-mer, jamais la droite n'a été à ce niveau, un niveau si bas. Pourquoi? Tout simplement parce que les politiques austéritaires conduites par Nicolas Sarkozy ont eu des effets aggravés dans ces territoires, dans ces départements, compte tenu de qu'est-ce la qu'on peut y situation faire sociale extrêmement grave dans les Outre-mer et à La Réunion, en Guadeloupe, encore plus qu'ailleurs. Que peut-on y faire? Je veux dire quand même, pour atténuer mon propos, que depuis 30 ans, aucune politique mise en œuvre, aussi bien par les socialistes que par l'UMP, n'a été en mesure d'opérer le renversement des tendances. En revanche, tendance et chômage extrêmement revanche, élevé, Notamment chez les jeunes. En revanche, lorsque pour les Lionel pouvoirs Jospin d'achat. était Premier ministre, il y a eu des mesures d'atténuation de la crise pour préserver les plus précaires des effets les plus désastreux. Ce que nous attendons aujourd'hui pour les Outre-mer, c'est des réponses qui ne soient pas misérabilistes, mais un véritable projet de développement pour ouvrir alors des tout ça est très très vague, politiquement correct. Bah, et je m'attendais à de la part de cette nouvelle génération de politiques de plus d'innovation, de donner des solutions. C'est pas Et grave. vous allez commencer ça en disant est-ce que vous voulez qu'on rentre dans le détail, etc. Non, j'allais donner des chiffres. J'allais dire qu'en on va pas rentrer dans le détail des mesures, mais on peut va y pas aller. revenir sur l'histoire, mais à l'époque de Jospin, il y avait encore plus de chômage chez les jeunes qu'il y en a actuellement. C'était juste un chiffre que je voulais donner. Non, mais ce que je veux dire, c'est une manière très traditionnelle de faire de la politique, la comparaison. Donc, mais on va pas refaire l'histoire. Moi, je pense, puisque on est plutôt dans l'avenir, moi, je pense plutôt qu'il faut se dire que nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu toutes les guerres.